Dans un peu moins d'un mois, cela fera 2 ans que le télescope spatial James Webb aura été lancé. 2 ans de science, de photos toutes plus sensationnelles les unes que les autres, mais aussi 2 ans de découvertes, de résolution d'énigmes, mais aussi de nouveaux mystères, et ce aux 4 coins de l'univers, du système solaire aux galaxies les plus éloignées. Et ces dernières semaines n'ont encore une fois pas fait exception à la règle, et entre un nouveau mystère près du centre de la Voie lactée, des exoplanètes en formation et des galaxies, je crois que l'heure est encore une fois venue de parler des observations du télescope. Mais avant de commencer, je tenais à glisser un petit message rapide. Les fêtes approchant, si vous avez envie d'acheter du matériel astro, que ce soit des jumelles, petits télescopes, gros télescopes, des accessoires et j'en passe, je ne saurais que vous recommander d'aller faire un tour chez AstroShop. Ils ont une vaste gamme de produits à prix compétitif, et de plus, si vous passez par le lien en description, ça permet de soutenir la chaîne, et ça ne vous coûte pas un cent de plus. D'autre part, vous pouvez aussi vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi que liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je vous propose de partir en direction du centre de notre Voie lactée, entre les constellations du Sagittaire et du Serpentaire, à près de 25 000 années-lumière. C'est en effet dans cette direction que l'on se dirige vers une nébuleuse, sobrement nommée Sagittarius C, nom qui est en fait une référence à la constellation dans laquelle elle se trouve. Et Sagittarius C est une cible particulièrement intéressante. Riche en gaz, elle est une région où les étoiles se forment en grande quantité. Et c'est en partie la raison pour laquelle elle est une cible de choix pour Webb. Proche du trou noir central de la Voie lactée, Sagittarius A étoile, qui n'est alors qu'à quelques 350 années-lumière de la nébuleuse, ce qui est à la fois encore une belle distance et très proche, la nébuleuse fait aussi partie intégrante des structures qui composent la Voie lactée. Mais des régions comme celle-ci sont aussi loin d'être paisibles. Du fait de leur grande densité en gaz, boostée par leur proximité avec le centre de la Voie lactée où la majorité de la matière est concentrée, la formation d'étoiles y est particulièrement intense et par ricochet aussi catastrophiquement hostile à l'apparition de la vie. Du fait de leurs jeunes âges, ces étoiles émettent en effet énormément de rayons X et ultraviolets, en plus de vents de particules particulièrement efficaces pour chasser l'atmosphère de leur planète. D'ailleurs, on suppose que les étoiles comme la nôtre, qui sont plus éloignées du centre de leur Voie lactée, sont plus habitables en moyenne. Mais bref, c'est un autre sujet. Car l'étude de telles régions permet aussi de pousser les modèles de formation d'étoiles dans leur dernier retranchement et d'affiner nos connaissances dans ce domaine. Et pourtant, la surprise n'allait pas venir de là, mais j'y arrive dans un instant. Car cette photo, qui contient près de 500 000 étoiles tout de même, est idéale pour le télescope spatial James Webb. Vous le savez peut-être déjà, mais Webb observe en proche et moyen infrarouge. Ça tombe bien car si ce genre de nébuleuses sont totalement opaques en lumière visible et ne permettent donc pas d'en observer les entrailles, en infrarouge c'est différent. La lumière infrarouge, qui a donc des longueurs d'onde plus longues, traverse en effet mieux ces gaz denses, et en plus ceux-ci ont une tendance à rayonner en infrarouge. Si Webb n'a pas été conçu avec cet unique but, l'infrarouge étant aussi idéal pour observer des exoplanètes, observer des galaxies, les premiers âges de l'univers et tout le tremblement, comme je le disais, cette cible était parfaite pour le télescope. Bon, après, certains nuages sont suffisamment denses pour ne pas non plus laisser passer l'infrarouge, et c'est pour ça que la région supérieure semble plus sombre, mais bref. Là où les choses sont intéressantes, c'est dans la région bleue riche en hydrogène ionisé. On y distingue en effet une grande quantité de filaments orientés dans différentes directions, filaments dont l'existence est assez étonnante et n'a pas encore été observée auparavant. Alors, je vais être honnête, comme dans le cas des mystérieuses Jupiter doubles découverts par Webb dont je parlais récemment, le lien sera en écran de fin, j'aimerais pouvoir vous donner un début d'explication. Sauf qu'il n'y en a malheureusement aucun. On peut supposer qu'elles sont le fruit de vents stellaires qui sculptent le gaz, mais ce n'est qu'une supposition personnelle et le mystère reste entier. En tout cas, cette photo a énormément à nous apprendre sur un paquet de choses.
Par exemple, si ces régions proches du centre galactique sont plus propices à la formation d'étoiles massives, responsables de la fabrication de beaucoup d'éléments lourds essentiels à la vie que l'on retrouve sur Terre, ou si nos modèles sont à revoir de ce côté aussi. Et la pêche aux infos ne fait que commencer, donc soyez certains qu'on en reparlera encore. Sur ce, je vous propose de passer de la question de la formation d'étoiles à celle de la formation de systèmes planétaires. Admirez ma transition de sujet. Pour expliquer correctement la formation de planètes rocheuses comparables à la Terre, nos modèles se sont toujours basés sur une hypothèse jamais vraiment vérifiée. Lors des premiers âges d'un système, avant que les planètes ne se forment, les poussières vont commencer à s'accréter en petits cailloux dans la partie externe du système. Loin de l'étoile, ils n'ont alors aucune difficulté à devenir riches en glace, comme de l'eau notamment. Sauf que ces petites poussières glacées sont aussi dans un environnement riche en gaz, suffisamment pour créer de très faibles frictions qui vont lentement les ralentir et faire descendre leur orbite vers l'intérieur du système. Là, ils commenceront à être plus proches les uns des autres, à s'agglomérer en objets plus gros, et aussi tout doucement à permettre la formation de planètes riches en eau. Si les protoplanètes n'attendraient donc pas leur arrivée pour se former, elles en seraient en tout cas grandement composées et leur richesse en certaines glaces comme de l'eau y serait en grande partie liée. Sauf que si cette théorie est vraie, en observant des systèmes planétaires en formation, on devrait détecter dans la partie interne des disques protoplanétaires, les disques de gaz et poussière qui entourent les étoiles, une certaine richesse en vapeur d'eau. Et c'est exactement ce que Webb a observé en regardant 4 disques protoplanétaires avec ses spectromètres. Mieux encore, les disques plus compacts semblent aussi plus riches en eau froide et les disques plus larges en eau chaude, alors qu'on s'attendra à l'inverse, les étoiles sélectionnées étant toutes similaires. Alors ça aurait été un petit casse-tête à résoudre, mais au final il s'avère que ce sont simplement des disques plus petits qui ont plus d'eau en dessous de la limite de neige, à environ 1/10 de la distance de Neptune. Cela prouve ainsi que la densité des disques et leur taille initiale a donc bel et bien un impact sur la façon dont l'eau y circule, et cela pourrait aussi confirmer à l'avenir le rôle joué par des géantes gazeuses comme Jupiter, qui auraient tendance à bloquer une partie de ces petits cailloux recouverts de glace. Et c'est ça qui aurait évité à la Terre d'être noyée et de finir en Vénus humide. Enfin, je tenais aussi à vous partager cette image de la galaxie Messier 83. Située à environ 15 années-lumière de nous, Messier 83 est une galaxie comparable en taille à la Voie lactée, même si la forme de ses bras la classe dans les galaxies spirales intermédiaires et que la nôtre est une spirale barrée. Mais bon, c'est une question de forme et c'est anecdotique. En plus d'être un spectacle magnifique à observer, il faut l'avouer, cette image montre aussi en rouge-orange des nébuleuses dans lesquelles se forment des étoiles. Tout comme une image similaire de Messier 51, cette image permet d'étudier la formation des étoiles, leur densité, la distribution des poussières dans les nébuleuses, et j'en passe. Mais ces observations permettent aussi et surtout d'observer la naissance et la formation d'amas d'étoiles dans des galaxies comparables à la Voie lactée, la répartition de la matière, le rythme de naissance des étoiles, leur type, et encore quelques autres. D'ailleurs, il en existe à chaque fois 2, puisqu'elles ont été prises autant avec les instruments NIRCam, la caméra proche infrarouge, et MIRI, dédié lui au moyen infrarouge. Sur ce, c'est sur ces images que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.